Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Frontal. Entre lois, codes, réglementations, associations, fédérations, conseils nationaux et syndicats, le monde des médias est en profonde ébullition et connaît une très importante mutation. Mais le changement ou la mutation d'un tel secteur dans un pays aussi complexe et divers que le Maroc prend du temps et ne se passe pas sans heurts, sans arguments, contre-arguments, poids des uns et contrepoids des autres. Et de fait, depuis ces 4 dernières années, les discussions vont bon train pour remodeler certaines lois, mais surtout pour maintenir le secteur des médias à flot et restructurer l'audiovisuel public. Ce lundi, la Chambre des conseillers devra discuter la réorganisation du Conseil national de la presse, une réforme qui, comme toutes les autres, a ses partisans, mais aussi ses opposants. Et tout ça intervient en plein milieu d'une grosse polémique, mettant au centre du jeu précisément ce Conseil national de la presse, dont les débats de la commission de déontologie avaient été filmés et viennent d'être diffusés sur les réseaux par Hamid El Mehdaoui. Pour en parler et essayer d'expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passera ou pourrait se passer, nous recevons aujourd'hui, pour en débattre, Mohamed Mehdi Ben Saïd. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, mais ça on le sait. Abdallah Tourabé, bonsoir, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et chroniqueur. Monsieur le ministre, on va commencer directement par ce qui s'est passé il y a 2 jours. Donc vendredi, il y a eu une manifestation devant les locaux de vos départements. Je vous vois sourire avec une levée de bouclier contre ce Conseil national. Enfin, ce projet, cette proposition de réorganisation, la fameuse loi 26-25. Vous auriez dit le mot nihiliste qui serait sorti de votre bouche. Comment vous expliquez? Quelle est votre position là-dessus? D'abord, le droit de manifester est un droit aujourd'hui constitutionnel. Il est tout à fait normal de voir des citoyens marocains manifester quand bon leur semble ou quand ils veulent parler d'un droit, d'un fait, d'un point de vue qui ne serait pas forcément en accord ou qui serait en désaccord par rapport à un projet de loi ou par rapport à une décision. Et il faut respecter le droit à manifester de tout à chacun. Par rapport à ce que j'aurais dit, il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous étions dans la Chambre des conseillers et on avait parlé de plusieurs points. J'ai dit clairement que l'accord et le désaccord avec ce projet de loi étaient tout à fait normal et que nous allions écouter, entendre toutes les parties prenantes, parce que nous étions dans la Chambre des conseillers, donc il y avait les partis de la majorité, de l'opposition et bien sûr les représentants des différents syndicats. Par contre, je considère que parce qu'il y a un problème, on devrait effacer, retirer une institution, c'est quelque chose qui dépasse le désaccord sur un point de vue ou le désaccord politique de manière générale. Et je considérais ça dans son ensemble comme du nihilisme. Et je donnais l'exemple, est-ce que demain il y a un problème au Parlement, on devrait retirer le Parlement? Est-ce qu'il y a un problème dans les partis politiques, on devrait retirer les partis politiques? Est-ce qu'il y a un problème dans différentes institutions du pays? Non. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir un débat au sein des différentes institutions du pays. Et notre rôle en tant que législateur, gouvernement et parlement, c'est justement de réformer, d'améliorer, de donner les moyens à cette institution pour réparer ses propres erreurs. Et pour aller directement au sujet dont vous avez parlé pendant l'introduction, aujourd'hui, ce projet de loi, un des points qui me paraît le plus important, c'est le renforcement du recours. C'est-à-dire les parties prenantes ont le droit d'être en désaccord avec une décision prise par une institution, et là on parle du CNP notamment, et nous avons rajouté un article où ils peuvent recourir de manière directe au sein du CNP avant d'avoir un autre recours, c'est-à-dire en allant vers la loi. Et c'est-à-dire c'est ce renforcement de cette institution, entre autres, qui, je pense, nous est demandé aujourd'hui, au-delà des autres débats qu'il peut y avoir, que je considère comme totalement légitime, de représentation de personnes finalement, qui y sera, qui y sera pas. Mais c'est un débat que le gouvernement, en tout cas que notre ministère essaie d'éviter, considérant que c'est un sujet qui est propre au corps journalistique, qui est propre aux différentes parties prenantes. Ainsi est faite la démocratie, il faut débattre entre... Sauf que personne ne demande le retrait du Conseil national de la presse, mais de la loi qui le concerne. Non, il y a eu aussi un retrait, il y a eu une demande, il y a eu un débat, en tout cas, une proposition de retrait du Conseil, d'abandonner ce CNP. Ah, l'idée carrément du... Oui, c'est cette idée-là que nous refutons. Maintenant, le retrait de la loi, bien sûr que c'est quelque chose qui a été proposé par différents partis politiques ou syndicats. Et donc, on respecte et on essaie de débattre et de convaincre. Ainsi est faite la démocratie au Maroc. Abdallah Tourabi, réaction à ça? Première chose, d'abord, quand des choses sont bien, il faudrait les souligner. C'est-à-dire, on ne peut être pas tout le temps dans la critique.
Semed Ben Saïd. Je sais que je ne suis pas très tendre avec ce gouvernement, mais en tout cas, je salue la présence de Semed Ben Saïd, c'est-à-dire de venir débattre, de discuter de ce sujet, alors qu'il aurait pu très bien s'en laver les mains et dire c'est une affaire entre journalistes, débrouillez-vous, ça ne me regarde pas. Mais en même temps, il est responsable aussi du projet qu'il a soumis pour la Je confirme parce que nous avons beaucoup de refus. Je confirme parce que nous avons beaucoup de refus de non, j'imagine, parce sur d'autres secteurs. Personne qui va en parler. Fois, oui, effectivement, vous avez raison. En tout cas. Alors, sur la question qui a été évoquée tout à l'heure par Semed Ben Saïd, je suis absolument d'accord aussi sur un point. C'est qu'il ne faudrait pas abolir le Conseil national de la presse. Ça ne sert absolument à rien. C'est à chaque fois un problème avec une institution qu'on va demander son abolition ou sa disparition. C'est-à-dire il faudrait le Conseil national de la presse, d'abord, que les journalistes, tout comme les médecins, les avocats, etc., puissent avoir une institution qui puisse autoréguler les activités professionnelles. Donc, ça sert à rien de demander cette abolition. Bien sûr, on est actuellement dans une situation de paralysie totale. On est dans une situation qui est vraiment problématique. La presse est en train de traverser une crise majeure, très grande. Enfin, on peut en revenir sur ça plusieurs formes. Mais en tout cas, le Conseil national de la presse mérite justement une meilleure réorganisation, mérite avec des compétences, des attributions qui soient assez grandes, pas que seulement de délivrer des cartes de presse. Le ministère le faisait en son temps, il le faisait très très bien avant de délivrer des cartes de presse. Maintenant, je pense que le cœur du problème, et peut-être qu'on va revenir à cette discussion, je pense qu'on va revenir à cette discussion, c'est le projet qui est présenté actuellement à la Chambre des conseillers et, à mon sens, qui mérite vraiment qu'on le justement, vous avez une position au sujet de ce projet. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce projet? Non, on peut reprocher beaucoup de choses. Encore une fois, l'idée parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire, il y a tellement un malaise au sein de la presse marocaine, j'ai entendu des journalistes qui sont en train de dire vaut mieux revenir à une situation antérieure où c'était le ministère qui gérait tout, c'est-à-dire que même délivrer les cartes de presse, etc. Et s'il y a problème, on peut aller devant la justice. Il y a tellement un malaise actuellement, et notamment, il ne faut pas oublier le contexte. Le contexte, c'est la vidéo qui a été révélée, on l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, a été révélée par Medaoui, Hamid Medaoui. Donc, il y a un malaise. C'est actuellement, le projet, moi, ce que je reproche finalement, et je ne suis pas le seul à le reprocher, il y a des avis qui ont été formulés par des institutions constitutionnelles, des instances constitutionnelles, le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil national des droits de l'homme. D'abord, il y a un point qui est problématique. C'est le point des déséquilibres, des modalités. C'est-à-dire les journalistes sont élus par leurs pairs, par les journalistes, alors que les éditeurs sont désignés. D'abord, le mot désignation pose un énorme problème. 7 journalistes contre 9 éditeurs sont désignés selon des bases que beaucoup d'entre nous considèrent que ce ne sont pas des bases, qui sont saines, et ne sont pas des bases légitimes. Ça ne permet pas... Alors, si vous permettez, Abdellah Toulabi, on va y aller point par point, histoire d'expliquer les choses. Donc, Mehdi Ben Saïd, il y a cette question de déséquilibre numérique entre éditeurs et journalistes. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? D'abord, il faut revenir à la base de ce projet. Nous arrivons en 2021 avec un CNP, Conseil national de la presse, dont le mandat se termine, 2018-2022, et donc il fallait appeler à des élections. Quand nous lisons la loi, telle qu'elle a été votée en 2016, il n'y avait pas d'article qui mentionnait clairement qui devait appeler à ces élections. À partir du moment où le gouvernement, en 2016, a remis une partie de ses pouvoirs au CNP, nous avions considéré que c'était le CNP, de manière totalement indépendante, de s'autoréguler, donc de faire ces élections. Et le CNP nous a répondu qu'il n'avait pas un article sur lequel il peut se baser pour appeler ces élections-là. À partir de là, et plusieurs autres points qui étaient demandés par toutes les instances à l'époque, soyons bien clairs. La première des choses qui a été faite par le gouvernement, c'était en 2021, une rencontre à l'ISIC, où toutes les instances étaient invitées. Et je leur ai clairement exprimé que plus il y aura une entente, plus vous faciliterez la tâche même aux législateurs, afin de pouvoir améliorer cette loi qui vous concerne finalement. Et donc, mettez-vous d'accord sur les modifications à apporter. Et bien sûr, on vérifiera ça par rapport à la constitutionnalité de la chose et nous porterons ce projet ensemble en tant que corps de la presse et gouvernement. Chose auxquelles ils ne sont pas arrivés à une entente sur les différents amendements à apporter. Donc, le gouvernement a décidé de rallonger la durée du CNF, considérant que c'est un conseil qui a une légitimité parce qu'il a été élu en 2018,
malgré qu'à l'époque déjà, il y avait des pour et des contre. Il y avait aussi, à l'époque, c'est Abdullah, des manifestations le jour des élections, etc. Donc finalement, c'était un corps vivant, avec une présence politique, une présence syndicale, et donc c'est normal qu'il y ait des avis. Déséquilibre numérique, monsieur le ministre. Ben, il faut raconter l'historique. D'accord. Donc, à partir de là, nous avons donné au CNP le plein pouvoir pour entamer un débat avec les différentes représentativités, fédérations, associations, syndicats et autres, et nous ramener une feuille de route que nous devrions transformer en projet de loi. C'est ce qui a été fait. 1 an, 6 mois plus tard, une feuille de route nous a été proposée, et nous avons transformé ça en projet de loi, considérant, encore une fois, que c'était des propositions émanant du corps journalistique. Sur la question de la représentativité, c'est une question qui concerne encore plus le corps journalistique que les autres points, parce que finalement, le gouvernement n'a pas à donner son mot sur la manière dont les journalistes se voient être représentés. Donc il y avait 2 phases, il y avait 2 débats, parce qu'il n'y a pas un seul débat dans la représentation, il y a 2 débats. Il y a ceux qui considèrent que, par rapport aux journalistes, il devrait y avoir une liste, avec... proportionnel, c'est ça. Même pas, c'est-à-dire même une représentativité des différents corps syndicaux, etc. Et d'autres qui considéraient que non, si on voulait une réelle démocratie, il fallait laisser à tout à chacun le droit de se présenter, parce que certains journalistes considèrent qu'ils ne sont pas membres d'un syndicat, d'une association, d'une fédération. On parle d'un corps qui, par rapport aux cartes de presse, encore une fois, je reviens sur ce point-là, de 4000 journalistes à peu près, et aucun corps n'a au sein de n'a 4000 adhérents au sein de son organisme. Et un autre corps, qui sont les éditeurs, moins nombreux, forcément, et où il n'y a pas de désignation, c'est Abdallah, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, sur la désignation, il y a une représentation, c'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il va y avoir un vote, et l'association ou la fédération qui sera qui aura le plus de voix par rapport au nombre d'éditeurs, elle, en son sein, désignera ses représentants, comme à l'image. La formule, c'est à l'image c'est-à-dire que... Je finis parce que c'est très important. Et le modèle qui a été pris, c'était celui de la Chambre des conseillers, où il y a dans la société plusieurs organismes qui représentent les sociétés, petites, moyennes ou grandes, mais la CGM étant majoritaire, c'est elle qui représente ce corps de patronat. Donc c'est sur la base d'élections. La CGM, c'est sur la base des élections. C'est la même chose, c'est-à-dire on vote d'abord, les éditeurs votent pour quelle association, fédération. Il n'y en a pas que 2, parce que j'ai l'impression que c'est un débat. Il y en a plusieurs maintenant. Il y a plusieurs associations. Voilà, il y a plein de petites associations qui sont sorties entre-temps, qui représentent les petites et moyennes sociétés de médias, etc. Et sur la surreprésentation 9 et 7, non. C'est 7 et 2 sages. Ces 2 sages, c'est quoi la philosophie qui est derrière? C'est très simple. On parle du CNP, Conseil national de la presse. Vous le savez mieux que moi, Sébastien, tous les directeurs de publication, au Maroc en tout cas, parce qu'on légifère par rapport à une situation qui est la nôtre. Bien entendu. Sont journalistes. D'accord? Oui. Et un sage est censé connaître et le métier de l'édition et le métier du journaliste. Donc c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Après allez-y, il n'y a pas de problème. Commentez, donnez votre avis contraire, ça vous revient. Et c'est dans ce sens, c'est cette philosophie qui a été défendue encore une fois par la feuille que nous avons reçue des représentants du CNP en nous disant que aujourd'hui la situation au Maroc, c'est qu'un directeur de publication, par définition, a été journaliste. Donc il connaît le domaine du journalisme et a une expérience dans l'édition. Donc un sage, entre guillemets, est censé connaître les différents mondes. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons, et encore une fois, je vous le dis de manière très officielle, nous considérons que le gouvernement n'a pas son mot à dire dans la manière où le corps journalistique se voit être représenté. On peut encore une fois accompagner, soutenir, donner les moyens au CNP pour corriger certaines erreurs. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la fameuse vidéo de la commission d'éthique, le droit au recours, d'ailleurs que nous avons dénoncé la semaine dernière. Monsieur le ministre, on arrive à la vidéo. Alors, je reviens sur ce point. Alors, déjà, ça part d'une sorte de symétrie, c'est-à-dire on va faire les mêmes choses comme on le fait au sein de la CGM, c'est-à-dire la CGM aussi, où le vote se fait à la CGM selon les tailles des entreprises. C'est-à-dire si vous avez une entreprise, je vais dire, caricature, c'est qui fait par exemple 100 millions de chiffre d'affaires, elle a le droit à tant de votes, etc. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire appliquer un modèle qui est le modèle de l'entreprise. Je sais très bien
que la presse aussi, c'est une entreprise commerciale. Ça, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que, personnellement, je ne suis pas le genre à vouloir défendre un journalisme héroïque, etc. C'est d'abord une entreprise de presse et il faut que la presse soit forte économiquement. Et ça, on peut revenir à ça sur le modèle économique. C'est tout à fait normal que les entreprises qui sont les plus fortes, qui non, et c'est ça pas le problème. Non, c'est ça le problème. Le problème, c'est que la presse, c'est aussi un domaine qui est complètement particulier. C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire des verres, enfin, on ne construit pas, on ne fabrique pas des verres. C'est-à-dire, il y a des idées d'abord qu'on défend, il y a des lignes éditoriales, il y a un pluralisme politique, philosophique, etc. Donc, on sait très bien aussi, c'est un gros problème au Maroc, c'est qu'on n'est pas devant un marché publicitaire, un marché économique qui est sain quand il contenait dans le domaine de la presse. C'est-à-dire que parfois, moi j'étais aussi directeur de publication de magazines, je sais très bien à quoi ça ressemble, c'est que parfois, si vous défendez des points de vue qui ne sont pas conformes au point de vue de certains annonceurs, parfois du point de vue du pouvoir politique en place, et ça dépend du pouvoir politique qu'on a en place, et il y a une pression économique qui est exercée. Donc le chiffre d'affaires d'une entreprise n'est pas critère de son influence, n'est pas un critère de son impact, il n'est pas représentatif de son impact sur la société. On peut très bien, par exemple, retrouver... C'est grave ce que vous dites parce que vous liez le chiffre d'affaires à la position éditoriale. Évidemment, quelque part. Mais évidemment, mais ça, je vous apprends rien, c'est Aziz Boustan, je vous apprends rien. Non, c'est-à-dire que parfois, je peux très bien expliquer, c'est que parfois il y a des sanctions économiques, quand des sanctions économiques, pas des sanctions économiques publiques. Du digital, c'est Abdallah. C'est-à-dire, aujourd'hui, le digital rapporte des moyens publicitaires parce qu'aujourd'hui nous sommes vers le digital, c'est-à-dire que la majorité des médias sont aujourd'hui sur le digital et donc récoltent aussi des moyens à travers ce digital-là. Mais c'est à travers des annonceurs, et les annonceurs, c'est très bien aussi. Pas forcément, mais par rapport aux vues, par rapport à plein de choses. C'est-à-dire que les GAFA aujourd'hui jouent un rôle. D'ailleurs, vous étiez, je pense, présent en l'assise de publicité. Nous avions dit qu'aujourd'hui, le corps journalistique, et d'ailleurs même une chaîne concurrente de ZEM, en souffre aujourd'hui parce que 90% de son budget vient de la publicité. Et aujourd'hui, nous avons considéré que 80% de la publicité marocaine part. Elle est captée par les Elle est captée par les corps, s'il vous plaît. La publicité, on va y arriver en fin d'émission. Mais je continue sur cette question de déséquilibre parce que vous n'avez pas encore expliqué votre position sur cette question de déséquilibre. Mais Zim Saïd a expliqué pour sa position. Manifestement, vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'avez pas l'idée, je vais aller directement à l'idée, et voilà le propos. C'est que ce projet de loi a été fait sur mesure pour une partie des intervenants, pour une association en particulier, on va qu'on soit clair, pour un corps particulier. Et ce qui explique pourquoi tout le monde n'est pas d'accord avec ce projet de loi. Ce projet de loi, il est rejeté par d'autres éditeurs, par une autre association d'éditeurs, rejeté par des syndicats. On l'a vu aussi, il y a un avis d'une institution constitutionnelle qui est le Conseil économique, social et environnemental, mais aussi le Conseil national des droits de l'homme, qui pointe aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de déséquilibrer le champ journalistique marocain et la presse au Maroc en faveur d'une partie prenante. Et ça, je pense que c'est un peu grave, parce que vraiment, le Conseil national de la presse, il doit être pour tout le monde, il doit être pour tous les avis, doivent être représentés. C'est-à-dire que voilà. Alors, qu'est-ce qui empêche, excusez-moi, vas-y, mais qu'est-ce qui empêche l'association la plus représentative qui aura été désignée la plus représentative aussi sur la base du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de fédérer, de regrouper. Qu'est-ce qui empêche? Vous partez d'un principe à Platon-Labi qu'il y a un clivage binaire, c'est-à-dire il y a celle de droite, il y a celle de gauche. Non, il y a un clivage. On le sait très bien. Il y a un clivage. Il y a un clivage entre deux associations d'éditeurs. Il y a un clivage qui est énorme. On le sait. Vraiment, on ne va pas mentir aux téléspectateurs. Il y a un clivage qui est là. Et il y a actuellement ce projet. C'est ce projet-là passe de cette manière, on va retrouver la même coloration, la même association qui va dominer sur un Conseil national de la presse. Et donc, et je vous le dis vraiment, pour le bien, d'abord de votre bilan, et aussi pour le bien de ce Conseil national de la presse, c'est qu'il faudrait dès maintenant revoir ça, et ça a été demandé par une instance constitutionnelle, ça a été demandé, c'est-à-dire de revoir cette modalité, de vouloir favoriser dès le début, dès le départ, on va favoriser clairement une association. Je voudrais avoir votre avis, monsieur le ministre, sur ça. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, le gouvernement en 2021 a essayé d'entamer le débat avec tous les acteurs. Et nous avons un benchmark où le Danemark, par exemple, il y a un conseil nommé par le ministre de la Justice et de la Communication, par le gouvernement en tout cas. Et il y a des modèles différents, il y a d'autres conseils qui sont totalement élus. Un modèle où c'est des sages, c'est pas une nomination, c'est pas une élection, c'est une entente entre le corps professionnel. Donc le benchmark démontre qu'il y a différents modèles. Okay, le modèle dont vous parlez aujourd'hui, c'est Abdallah, ce n'est pas un modèle d'élection. C'est un modèle de nomination. C'est-à-dire les différents courants doivent être représentés, et donc c'est de la nomination déguisée.
Si le corps, encore une fois, est d'accord sur ça, moi, je n'ai pas de souci. Là, c'est ça que je suis en train de vous dire. La manière où le corps veut être représenté par nomination, par désignation, appelez ça comme vous voulez. Mais le corps n'est pas d'accord, n'est pas anonyme. Donc aujourd'hui, le corps n'est pas unanime sur une position. Aujourd'hui, non, mais rien parce que vous avez dit un point tout à l'heure qui est très important. Vous nous avez accusé, le gouvernement de vouloir désigner des représentants. Je n'ai pas dit ça. Si, vous avez mis dans votre projet de loi une désignation. Pas du tout. Aujourd'hui, encore une fois, et vous venez défendre, en fait, le principe que les différents corps doivent être présents. Comment ? Si on parle d'élection, c'est 51%. C'est la démocratie. Sur ça. D'accord. S'il y a un corps qui est incapable de convaincre ses confrères et ses consoeurs, c'est un sujet interne, encore une fois. Il n'aurait pas été possible d'introduire dans cette proposition de loi quelque chose qui ferait que les différents courants... Dans une loi, il est possible de tout mettre. Même que des nominations avec des représentations. Gare, on aurait pu même dire on va mettre un responsable du syndicat, un responsable, et puis basta. Et on considère que c'est une légitimité parce que pour être représentant du syndicat, tu as une certaine légitimité. On peut tout mettre. Mais encore une fois, c'est au corps de se mettre d'accord sur Aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, non, mais moi, c'est ce que je vous ai dit encore une fois. En novembre 2021, c'est ce que nous avons proposé aux différentes instances. Et on leur a dit, voilà la proposition du gouvernement. Venez, on veut que ça soit un conseil représentatif de toutes les tendances. Et à vous de vous entendre sur ça, sur cette proposition ou pas, et de venir avec votre proposition. Mais je ne vais pas venir, moi, aujourd'hui. Quand vous voyez qu'ils ne s'entendent pas, vous ne pouvez pas agir là-dessus en tant que changer le projet. Vous pensez que pendant 2 ans, on n'a pas essayé d'agir, c'est Boustia ? On parle de 2022 à 2025. D'accord ? On est tombé sur un impasse. Après, à un moment donné, il faut prendre des décisions et partir avec... on a mis en place la philosophie, à savoir donner les moyens au CNP de créer un débat avec les différentes instances et de venir avec une proposition. On est parti avec leur proposition, surtout sur ce volet de représentativité. Le reste des points, nous avons essayé d'agir parce que ça concerne des questions liées aux droits de l'homme, liées à la Constitution, liées au droit au recours, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons essayé de répondre à certaines problématiques de comment mettre en place des élections, comment faire en sorte que le CNP n'y ait plus de vacances électorales. Donc tout ça, on a essayé d'y répondre parce que la loi a fait plus de 90 articles. Et je vous le dis encore une fois, sur les 90 et quelques articles, on est à 90% d'accord. Il y a 2, 3, 4 articles où il y a ce différent. Donc aujourd'hui, c'est une question de personne, permettez-moi de le dire, une question d'ego, d'accord ? Et non une question d'institution. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de renforcer l'institution, c'est de faire en sorte que cette institution puisse perdurer, exister. Les lois sont là pour évoluer, c'est ce que je dis toujours. La loi aujourd'hui, elle est ce qu'elle sera. La nouvelle, les futurs représentants de ce Conseil national de la presse vont apporter des nouveautés, ils vont connaître aussi des carences, et certainement le législateur, dans le prochain gouvernement ou celui d'après, va aussi modifier la loi parce qu'il y aura aussi une évolution du corps. Je rappelle qu'en 2018, il y avait une association qui représentait les éditeurs. Aujourd'hui, on a plus que 2 associations, 2 reconnues, de taille importante, mais il y a d'autres associations qui existent aujourd'hui, qui ont fait leur assemblée générale. Le match se passe entre les deux, on l'a bien compris. Oui, il y a 2 grandes instances. Voilà, il y a une instance historique qui a toujours été là, qui était présente, qui a toujours participé au débat avec les différents gouvernements. Par la suite, il y a eu l'association, l'Association nationale des médias et des éditions. Dans son membre aujourd'hui plusieurs éditeurs, et non pas des moindres. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres associations locales, régionales parfois, voire qui se considèrent représentants des petites et moyens médias, entre guillemets. Donc aujourd'hui, on est passé d'un corps avec un représentant à 2, 3, 4 représentants. Et peut-être que demain, notre appel encore une fois, comme ce qu'on l'a fait par rapport au soutien, surtout sur le niveau régional, on appelle toujours c'est-à-dire qu'ils puissent se regrouper et considérer qu'il y a des intérêts en commun pour le corps, et que ces intérêts en commun viennent les défendre ensemble, et puis chacun a son... Ce que vous dites, monsieur le ministre, et là je reprends ce que dit Abdallah Tourabi, a été aussi épinglé, enfin... Ce que vous défendez sur cette question de déséquilibre, de désignation, etc., a aussi été relevé par les 2 organismes constitutionnels que sont le CESE et le CNDH. Oui. Non, c'est leur droit, d'accord. Mais c'est aussi votre droit et quelque part aussi votre devoir de tenir compte de ça. Mais sur les différentes remarques du CNDH,
ou du Conseil économique. Si je prends en considération 80 remarques et j'en prends pas un, deux, est-ce que c'est grave? Non, parce qu'il y a des remarques en particulier. Parce C'est que très vous me bien que c'est ça le cause du parce que problème. vous me reprochez une chose que je considère par principe Non, on pose des questions. dépend du corps professoral et du corps journalistique. D'accord. Aujourd'hui, il y a un débat là, au moment où on vous parle, il y a un débat sur les élections, une loi qui est en train d'être discutée au Parlement. Tous les partis politiques ne sont pas d'accord. D'accord. Même certains partis de la majorité ont apporté des amendements. Certains amendements vont être acceptés, d'autres non. Mais on va aller vers une nouvelle vie électorale, une nouvelle élite qui va arriver au Parlement, etc., un nouveau gouvernement. Et petit à petit, on fait évoluer cette loi électorale. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de vie ou de mort. On est en train de faire évoluer le CNP avec et pour moi, le plus important, c'est de ne plus retomber sur des problématiques telles que nous les avons vues récemment par rapport à la commission d'éthique, etc. Et donner à toutes les parties, peu importe leur avis, peu importe ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils n'écrivent pas, le droit de recours, le respect du droit, le respect de donner un avis, le respect de pouvoir recourir, le respect de faire confiance, c'est-à-dire même le droit de faire confiance à une institution. Parce que c'est important d'avoir une confiance dans les institutions. Et donc, pour ça, il faut renforcer encore une fois les droits et les devoirs de cette institution-là, la possibilité de recourir et la possibilité, encore une fois... Vous avez dit un mot, monsieur le ministre, je voudrais vous faire réagir, Abdallah Tourabi, là-dessus, le mot égo. Évidemment, mais les égos sont... oui. Mais non, mais ils sont partout, évidemment, tu sais très bien qu'on est dans un métier où les égos sont complètement enflés, etc. Ça, on le sait très bien. Mais il n'y a pas que ça. Et je voudrais revenir sur un point, je pense, qui est très important. Évidemment que la démocratie, c'est très important, c'est 51-49. Mais il y a une question aussi. La démocratie, ce n'est pas une seule modalité, ce n'est pas un seul exemple. C'est-à-dire, dans le 19e siècle, début du 20e siècle, il y a ce qu'on appelait la démocratie censitaire. C'est-à-dire ceux qui ont, par exemple, les citoyens qui ont, par exemple, tant d'argent, les plus riches, c'est eux qui se présentent. C'est ce qu'on est en train de... Une petite parenthèse. C'est bien de rappeler l'histoire et de rappeler les différents modèles démocratiques qu'il y a eu dans le monde et dans l'histoire. Encore une fois, la main, elle est chez le corps professoral, chez les journalistes et chez les éditeurs. S'ils se mettent d'accord, on exécute. Alors, pourquoi vous voulez que je prenne la décision? D'abord, j'ai une majorité qui est d'accord avec ce projet de loi. Et j'ai une autre partie... Majorité sur quelle base? J'ai une majorité sur la base de ce que nous avons comme éditeurs et comme journalistes. C'est une association. C'est une partie prenante. Et ce projet de loi, c'est Mehdi. C'est Abdallah. Et pourquoi vous voulez que je prenne position dans ce débat qu'il y a à l'intérieur du corps professoral journalistique? Alors, je peux vous répondre. Je peux vous répondre. Pivot d'articulation. Mais la démarche que nous avons entreprise, parce que le débat est aujourd'hui, on est en train de revenir à l'avant 2016, à savoir c'est le gouvernement qui décide. Pas du tout. Alors qu'une partie du pouvoir a été cédée au CNP, avec ses plus et ses moins. D'accord. La partie du pouvoir, vous voulez le retirer au CNP. Pas du tout. Vous voulez revenir au gouvernement. Non. Et si on revient en arrière, il faut juste qu'on décide ensemble. Que ce ne soit pas une décision unanime. On ne dise pas demain, ah non, c'est le gouvernement aujourd'hui qui décide. Une décision unanime comme quoi, aujourd'hui, nous remettons les pleins pouvoirs au ministère de la Communication. Et dès que ça... Pas du tout. Il n'y a personne qui voudrait ça. Si vous m'avez écouté au début, j'ai dit que c'est une... Je le dis le terme crûment, c'est une connerie de vouloir abolir et supprimer le Conseil national de la presse parce que c'est une avancée. Ça, on est d'accord sur ça. On ne va pas discuter de ça. Moi, je suis en train de discuter de quelque chose de très précis. C'est-à-dire, les journalistes, évidemment, ils vont décider d'eux-mêmes ce qu'ils veulent faire du Conseil national de la presse. Mais en même temps, c'est le point de vue d'une association et que vous prenez en compte et que vous concrétisez à travers un projet de loi. Mais qui a présenté le projet? C'est ce qu'on appelle une fake news. Mais qui a présenté? Parce que je ne prends pas en considération l'avis d'une association. Je prends en avis un rapport qui m'a été remis par le CNP. Voilà, parce que les mots, ils ont leur importance en politique. J'ai pris l'avis d'un rapport qui m'a été remis par le Conseil national de la presse après qu'il ait consulté plusieurs organismes. Et précisons que voilà, le modèle est venu dans le cadre du projet qui m'a été proposé. Mais ce modèle... D'ailleurs, le ministère n'a pas entamé de discussion sur le projet de loi avec les différents organismes, fédérations ou syndicats, considérant que c'était le rôle du CNP. Parce que justement, le CNP existe. Si le CNP n'avait pas existé... Probablement, vous auriez dû consulter tout le monde alors, dans ce cas-là. Oui, c'était un débat, c'était un sujet. Si le CNP n'avait pas existé... à ce moment précis, ça aurait été le rôle du gouvernement, comme le gouvernement l'a fait auparavant. De 2003
à 2016, c'était au gouvernement de débattre de manière directe, parce qu'il n'y avait pas une instance qui régissait ou qui jouait la médiation. Aujourd'hui, le CNP, il existe. Soit je dis, bon, ce CNP, il existe, mais bon, j'en ai rien à faire, ça ne me regarde pas, je fais mon projet de loi. Soit je décide de respecter la Constitution qui a donné naissance à ce CNP, et encore une fois, avec cet art, disons les choses comme elles sont, avec cet art, mais aussi avec son évolution démocratique qui a permis aujourd'hui d'avoir un corps de médiation entre d'abord les éditeurs et les journalistes, et aussi entre le public et le monde de la presse de manière générale. Si vous me donnez 2 minutes, je peux expliquer aussi. Enfin, j'expliquerai le point de vue. La critique principale. La critique principale, c'est que ce projet de loi, encore une fois, vous pouvez le faire, bien sûr, vous avez peut-être repris ce qui a été fait par le CNP, je vous fais confiance, bien sûr, mais le problème, c'est qu'il se... C'est pas une question de confiance, c'est une question de fait, c'est Abdullah. Laisse-moi faire. Non, pas du tout. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Je dis que ce projet de loi, il sert les intérêts d'une seule association. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, on est en train de se baser sur quoi? Sur... Ça, c'est votre interprétation. Non, mais bien sûr, c'est mon interprétation. Sur la méthode de désignation, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de personnes qui travaillent dans une boîte. Encore une fois, sauf que les entreprises de presse sont complètement différentes. Et je dis encore une fois, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est que ce projet de loi ou cet avis-là a été présenté dans un momentum politique, dans un momentum journalistique qui est complètement différent. Entre-temps, il y a eu les événements de la génération Z qui ont démontré que l'argent, le nombre de journalistes qui travaillent pour un support n'est pas suffisant et n'est pas une condition et n'est pas un critère d'influence et d'impact. On l'a très bien vu, c'est-à-dire que finalement, quand il y avait un problème de génération Z, c'est-à-dire soit on a eu recours au audiovisuel public, c'est-à-dire pour pouvoir faire le débat, et on a vu très bien que beaucoup de journaux, beaucoup de sites, etc., qu'on considérait comme des sites et comme des journaux très puissants, ils n'arrivent même pas à discuter et à parler aux Marocains, à les convaincre. Donc, c'est le rôle des politiques de convaincre les Marocains. Non, je ne parle pas de ça. C'est la presse aussi. Chacun a ses responsabilités. Si vous me permettez, je pourrais mettre les médias sont un support, c'est un outil. Comme ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas assez de soutien de vous convaincre. C'est à nous de débattre. Bien sûr, vous avez débattre, mais aussi, ça dépend aussi dans quel cadre vous allez débattre, et ça dépend dans quel site. Je ne vais pas vous rappeler que quand il y avait le problème de Génération Z, vous êtes allé sur un podcast, et qui n'est pas du tout dans le périscope, justement, des médias en ce moment. Vous êtes allé dans le division public. Vous n'êtes pas allé. Même avant, je suis allé dans un podcast. Ce n'est pas la première fois que je vais dans un podcast. Parce qu'aujourd'hui, les outils de communication, elles ont évolué. Et parce qu'aujourd'hui, si on veut, les jeunes vont plus vers des modèles de podcast. Et en 2022, déjà, j'y étais. Mais ça ne m'empêche pas d'aller à l'audiovisuel public comme aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas d'aller vers des sites internet comme ce que je fais régulièrement. Donc aujourd'hui, il faut utiliser les outils. Mais parce que là, vous avez changé de débat. Je n'ai pas changé de débat. Vous parlez. Là, vous parlez du corps, de la problématique économique que peuvent vivre certains médias. Vous parlez de l'impact ou pas que peuvent avoir certains médias. On est parti sur la base de dire que ces sites-là, ces journaux, ces magazines, du moment qu'ils ont un meilleur budget, qu'ils ont beaucoup plus de journalistes, on supposait que on va les livrer les clés de la camion, de la presse, et ils vont gérer la presse comme ils veulent. Sauf que les générations Z a démontré qu'il y a un problème de représentation et de crédibilité. Notre seul rôle, c'est de renforcer l'institution. On est d'accord. Moi, je ne rentre pas dans le débat. Je dis ce que je pense aussi, non ? Vous dites ce que vous voulez. C'est ce que je suis en train de faire. Oui, mais moi, nous, on ne rentre pas dans le débat de la personnification des problèmes. Mais vous permettez que je le fasse aussi. Moi, je renforce une institution. Le rôle du législateur, de manière générale, c'est de renforcer le Parlement, de renforcer les différentes institutions, et à tout à chacun de faire ce qu'il a à faire pour être représenté au sein de cette institution. Et dernier point, la vidéo qu'on a vue, c'était le coup de grâce. C'était le coup de grâce. Je parle d'une métaphore architecturale. D'accord ? Vous êtes ingénieur, vous êtes architecte, vous construisez une bâtisse pour plusieurs familles. OK ? C'est votre rôle maintenant. Après, les familles vont s'arranger dans leur bâtiment. Mais si vous faites mal l'édifice, que la structure ne soit pas bonne, ou que les surfaces ne soient pas bonnes pour la première ou pour la deuxième famille, ça pose un problème. C'est pour ça qu'il est important que les organismes donnent leur avis et pèsent
leur poids au sein d'une institution qui est la leur, finalement. Est-ce que vous en tenez compte ou là, Mais vous on ne n'en le tenez prend pas en charge. compte? On ne prend pas en charge. Même des avis des deux instances constitutionnelles, on le prend en charge en Là, considération. on a pris en charge pas mal de points qu'ils ont Mais proposés. ce point-là est un point nodal. Là, les autres points ne sont pas importants. Mais évidemment, enfin oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire la Le représentation. droit au recours n'est pas important. Je suis d'accord avec vous. ouais, Mais c'est par clair. exemple, inclure le public dans la composition du C'est pas conseil, important. c'est important, c'est évident. Mais on sait très bien que ce qui va hypothéquer l'avenir de cette institution, c'est ce point en particulier. C'est-à-dire, si on donne vous avez la un parti représentation. pris que j'accepte. Mais j'appartiens ni aux uns ni aux autres. Au contraire, j'ai beaucoup d'amis au sein de l'association. Que j'accepte. Réellement, on est parti dans une philosophie de faire les choses, d'accord, que c'est ce que je disais aux parlementaires de la majorité comme de l'opposition, qui peut être considérée comme bonne ou mauvaise, c'est parce que Menhaji a dit, c'est une manière de faire, et nous avons essayé de respecter la Constitution. Si dès le départ, on juge comme quoi on est partie prenante, c'est mauvais pour la démocratie. Encore une fois, notre rôle à nous, c'est de renforcer une institution qui existe. On aurait pu dire finalement, et ça aurait été même peut-être parfois applaudi par les mêmes personnes. Hein. On aurait pu dire attention, ce CNP ne sert à rien aujourd'hui, il y a trop de conflits, on va passer par une période où c'est le département qui va gérer les choses, en attendant de recréer un débat. Et il y en a même qui appellent à ce sujet-là. Il faut refaire le débat. Il y a une loi qui remonte à 2016 sur le CNP, vous ne pouvez pas faire ça. Non, mais il y en a qui appellent à moins d'abroger la loi. Bah, exactement. Mais Ça ne sert à rien. Donc à partir du moment où j'ai respecté l'avis du CNP, d'accord, on a renforcé le CNP en 2022 en lui redonnant une chance de créer un débat en interne et de proposer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour respecter la Constitution, le CNP et la démocratie? C'est ça que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est un avis C'est pas le Coran, c'est voilà, exactement. C'est pas le Coran. Exactement. Même le Coran, on peut l'interpréter. C'est une loi qui va être scalée, qui va évoluer dans le futur. C'est normal. C'est normal parce que c'est quelque chose qui est vivant, une loi. Et le corps journalistique particulier est encore ultra vivant. Il vit avec sa société, il évolue. On le disait tout à l'heure, en 2018, il y avait une association des éditeurs. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Demain, peut-être qu'il y en aura encore une ou plusieurs d'autres. Il y a un syndicat de la presse, il y en a plusieurs. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est complètement évolutif. Et le plus important, c'est qu'il n'y aura jamais de consensus global sur une proposition. Parce qu'il y a toujours des avis contraires. Et heureusement, parce que c'est ce qui fait naître, c'est ce qui nourrit la démocratie, ce qui nourrit le débat. Donc à partir de ce principe-là, aujourd'hui, on doit sauver cette institution. D'accord? Alors, sauver l'institution. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, et le consensus, il nous reste un quart d'heure. Ça sera toujours un idéal qu'on essaiera de chercher pour essayer de convaincre les uns et les autres qu'il faut donner de la place à tout le monde. Alors, il nous reste un quart d'heure. On est d'accord sur ce point-là. On est tous d'accord. Sur quelque chose dont vous avez parlé tous les deux. Je vous ai dit, on va en parler tout à l'heure. C'est cette fameuse vidéo donc, des débats de la commission de déontologie et des affaires disciplinaires. Donc, c'est le 20 novembre, Hamid Mehdaoui a publié ces débats. Alors, on se remet dans le contexte. En avril, la commission de déontologie s'est réunie pour discuter, pour connaître du cas de Hamid Mehdaoui. C'était filmé, et puis dernièrement, il y a une semaine, Hamid Mehdaoui pose ça sur les réseaux. Vous dites que c'est le coup de grâce, il y a eu des choses qui ont été dites, des attaques sur la vie privée des gens, etc. etc. Quelle est votre position sur cette affaire-là? La position est très claire, elle est très simple. Bien sûr, nous ne pouvons pas accepter que des propos qui vont à l'encontre de l'éthique soit dite de cette manière-là au sein d'une commission qui est censée représenter l'éthique d'un métier, premièrement. Deuxièmement, les formes doivent être respectées. Les formes doivent être respectées, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes à l'intérieur de cette commission qui ne devaient pas être là. Troisièmement, c'est au CNP d'assumer sa responsabilité aujourd'hui. Et c'est pour ça que sur le volet législatif, qui est le recours finalement, entre guillemets, des législateurs, à savoir le Parlement et aussi le gouvernement, nous avons essayé de renforcer ce volet-là pour ne plus retomber sur des problématiques pareilles. C'est-à-dire, on a essayé d'anticiper et d'améliorer la loi de 2016, dans la mesure où aujourd'hui, nous avons un droit au recours. Toutes les parties prenantes peuvent recourir à une commission indépendante, c'est-à-dire qu'il y a la première commission qui devrait être présidée par un juge et une deuxième commission de recours avec le président du Conseil et les différents présidents de commission présents, puis un troisième recours à la justice, bien sûr. Et quelle a été votre réaction au sujet de ça? Vous ne vous immiscez pas? On n'a pas le droit de s'immiscer. Je me suis réuni avec les différents directeurs, enfin les responsables au sein du ministère pour voir quel est le lien qui me lie administrativement ou juridiquement au CNP pour pouvoir agir. On n'a pas ce droit-là à partir du moment où le CNP existe depuis 2016. Donc on n'a pas un droit direct.
Parce que il y a une indépendance dans la gestion des affaires internes du CNP. Comme il y a une indépendance au Conseil économique et social, le chef de gouvernement n'a pas le droit d'agir, même s'il y a un problème. Vous êtes le recours, c'est par l'arbitre, vous faites la loi, je réagis politiquement. Je réforme la loi, mais je nomme pas le CNP. Je n'ai pas un droit sur le CNP. C'est une instance indépendante, comme l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, ou encore comme les instances constitutionnelles qui sont totalement indépendantes. Si demain il y a un problème au sein du Conseil économique, est-ce que le chef de gouvernement a le droit d'agir? Non, c'est une instance qui est censée s'autogérer pour régler ces problèmes-là. Parce que qui nous dit que demain nous ne s'en prend pas Cela étant, c'est une commission provisoire, donc qui a été nommée par le gouvernement. Donc peut-être qu'il y a. Non, c'est une indépendance, c'est un ordre, entre guillemets. Non, on sait bien. Voilà. Donc aujourd'hui, l'action directe du gouvernement, elle est très limitée. Si ce n'est sur le volet législatif et bien sûr sur le volet politique. Les faits, les réactions, les dérapages qu'il y a eu sur la vie privée, etc. C'est une séquence complètement affligeante. C'est complètement affligeant. Ça rend service à personne. Ça rend service ni à la presse, ni à qui que ce soit, ni à ce pays, ni à la qualité de débat, ni voilà. Enfin, c'est une instance. J'ai beaucoup de la peine, d'autant plus que il s'agit de confrères, il s'agit aussi d'amis, des gens que je connais dans la vie aussi, qui vraiment de voir dans cette. Première chose, d'abord tout ce qui a été dit à l'encontre de Hamid Medaoui est dommageable et condamnable. Ça doit être condamné. Les insultes, vraiment, on était devant des gens qui sont en train de comploter contre quelqu'un. On peut être d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'il pense, ce qu'il dit, etc. Mais on ne traite pas une question. En même temps, moi j'essaie de prendre le contre-pied de chacun parce que c'est mon rôle. En même temps, très bien. Ce qu'on a vu sur cette vidéo, c'est une poignée de secondes. Non, mais évidemment, mais c'est des poignées de secondes qui étaient suffisantes. Par exemple, quand on voit l'insulte, quand on voit des gens qui sont en train de dire oui, il faudrait le priver, voilà, de ceci, de cela. Je trouve que c'était affligeant de voir ça, et d'autant plus, ça s'appelle une commission éthique dont a été supposée incarner justement une moralité, une éthique, et je trouve ça dommageable, d'autant plus, encore une fois, que j'ai beaucoup de respect à l'égard de certaines personnes qui ont été là. Encore une fois, ce qui a été dit à l'encontre de Hamid Medaoui, ce qui a été dit à l'encontre des avocats, ce soupçon de vouloir instrumentaliser la justice aussi, ça aussi, c'est vraiment quelle image qu'on est en train de renvoyer aux citoyens marocains. Mais en même temps, je dirais quelque chose de très important. Quand je vois certaines réactions qui s'attaquent à la vie privée des gens, qui s'attaquent à des gens particuliers, là, par exemple, Fatem Zahaouri, je vois par exemple le tambour d'insultes, de moqueries, etc. Je trouve que voilà, c'est indigne. C'est pas du tout facile. Si on reproche à des gens voilà, de tenir un discours, d'avoir ce discours qui est parfois limite, on ne pourrait pas faire la même chose. On ne pourrait pas attaquer quelqu'un avec les insultes et sur sa vie privée. En tout cas, voilà, cette séquence, elle est dommageable parce que voilà, on est dans un secteur qui est la presse, qui est actuellement un des secteurs les plus... Je pense qu'on partage avec les politiques la même chose, c'est la défiance. C'est la défiance envers les politiques et envers les médias. Et ce qu'on a vu envers la presse, les journalistes se rappellent de la phrase de Baudelaire, de Balzac, quand il disait « si la presse n'existait pas, il ne fallait pas l'inventer », je pense que voilà, on y est en ce moment. Les gens, si un jour la presse disparaissait dans ce pays, il n'y a personne qui viendra pleurer. Et parmi les choses qui encourageraient ce genre de réaction, ce genre de défiance de la part des citoyens marocains, c'est cette séquence qu'on a vue. J'espère qu'on va dépasser ça. J'espère, et c'est pour ça que je reviens à la discussion, au débat, le renforcement éthique, pluraliste, déontologique, la représentation de toutes les opinions, toutes les affinités idéologiques dans ce pays, éditorial, ça doit être ça qui va renforcer ce Conseil national de la presse et on dépassera ce genre de séquence. Et vraiment, cette séquence a fait beaucoup, beaucoup de mal à la presse et elle va faire encore plus de mal à la presse et fait encore. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est que je vois des journalistes qui sont en train de dire vaut mieux revenir à les situations antérieures, vaut mieux laisser le ministère de la communication. Mais c'est complètement débile. Non, c'était mieux, ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien. Mais en tout cas, cette séquence a eu des effets ravageurs et elle aura encore des effets ravageurs sur les médias au Maroc, un secteur qui souffre déjà. Si, Mehdi Ben Saïd, vous faites de la politique depuis longtemps, malgré votre jeune âge, une bonne vingtaine d'années, vous avez des relations avec tous les journalistes, avec tous les secteurs de la presse, de par vos fonctions d'homme politique. Comment on en est arrivé là? Il parle de défiance comme pour les politiques, et il n'a pas tort. Comment on en est arrivé là? Comment vous faites, vous, en tant que ministre de tutelle, parapluie gouvernemental de ce secteur-là, pour sortir de cette ornière? Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. On va être un peu positif parce qu'il s'est passé des choses qui sont effectivement déplorables, négatives, des incompréhensions, des inimitiés, des tensions, des dissensions. Ce qui est demandé, moi je partage d'un côté le point de vue de Si Abdallah et ce que vous avez dit dernièrement, dans la mesure où si on se rend compte qu'il y a tout à gagner en renforçant et le politique et la presse, on va aller de l'avant. Parce que s'il n'y a pas une volonté commune de renforcer ce Conseil national de la presse, de mettre un peu l'ego de côté et de dire on va avancer ensemble,
peu importe la loi qui viendra, peu importe les différentes représentations qu'il y aura, même au sein, je vais vous dire une chose, même au sein des différents organismes existants aujourd'hui, quand je reçois un président, le lendemain, je reçois un vice-président ou un membre qui me dit « Attention, moi je ne suis pas d'accord avec mon président ». D'accord ? Donc c'est ça que je veux dire, il faut une responsabilité. Il faut qu'on soit responsable. On a un objectif en commun, renforcer nos institutions. C'est dans notre intérêt à tous que le CNP fonctionne d'une manière normale. Je ne vais même pas parler de manière extraordinaire, ou là, le rôle qu'il pourrait jouer dans la société, faire évoluer les pratiques, etc. Rien de normal. Nous sommes dans la normalité. Ne plus voir ce genre de scène. Voir un CNP, non pas avec un consensus, mais au moins avec une majorité de gens qui lui donnent cette légitimité-là. Et sachant qu'un Conseil national de la presse, c'était une revendication syndicale, politique, même si on veut, pour donner une certaine indépendance à la presse, pour éviter, parce que son rôle principal, c'est la médiation, pour éviter de voir des journalistes aller à la justice, voir que ce soit des particuliers ou des éditeurs, aller en conflit contre des journalistes, c'est-à-dire certains d'entre eux finir en prison. Donc son rôle, il est primordial pour l'évolution de notre démocratie. Donc c'est cette envie-là qu'on veut aujourd'hui défendre, c'est cette envie-là que nous avons voulu défendre depuis 2021. Preuve en est encore une fois notre volonté et la réunion que nous avons organisée avec toutes les instances. Toutes les instances. Après, à un moment donné, il faut que chacun assume sa responsabilité. Et parfois, attention, montrer là où ça fait mal, peut-être ça nous permettra de se dire, bon, à un moment donné, baraka, il faut qu'on puisse faire un pas en arrière pour se mettre d'accord sur les points sur lesquels on est d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Quand on parle d'un consensus, ce n'est pas forcément sur les différents points, mais au moins sur 3 ou 4 points qui font l'essentiel de ce que peut être un CNP, et rester sur les différents et que ce débat-là soit aussi porté à l'intérieur de cette institution, qui peut être porté dans les différentes autres institutions, que ce soit le Conseil économique, que ce soit le Parlement, ou même les partis politiques. Vous le savez mieux que moi, c'est Boustia. Jusqu'à fin des années 80, début des années 90, le corps de la presse était principalement composé de journalistes partisans. Donc le politique a aussi un rôle à jouer dans ce domaine-là. C'est intéressant ce que vous dites et j'aimerais vous faire réagir là-dessus, Abdallah Torabi. Si on prend sur l'histoire, il y avait la presse partisane, plus une autre. Et puis après, il y a eu la presse de plus en plus privée. Et puis maintenant, il y a aussi autre chose. Et le CNDH le dit, c'est de passer de la liberté de la presse à la liberté des médias. Or, les médias, on rentre dedans les réseaux sociaux. Prenons un peu le parti des politiques et du gouvernement. Quels moyens ont-ils de réagir quand ils ont en face d'eux une presse professionnelle, avec son éthique, avec son cadre et ses normes, ou alors quand ils ont en face d'eux des médias où la parole est libérée? Vous venez de parler du cas de Fatem Salah Oulierli qui a été lynché sur les réseaux. Quelle liberté ont-ils de pouvoir faire les choses? Quelle latitude ont-ils de pouvoir faire les choses quand n'importe qui peut venir sur les réseaux et les agonir d'insultes, d'injures et parfois de fake news? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un déséquilibre? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de comprendre l'autre partie? Parce qu'on est en face de pas 4000 journalistes avec leur carte, mais plusieurs centaines de milliers de journalistes qui donnent leur avis et qui sont entendus. Comment sortir de ça? Je pense qu'il y a deux parties, deux dimensions dans cette question. D'abord, qui est très vaste, même si oui, exactement. Première chose, je pense que il faudrait aussi orienter la régulation, c'est-à-dire la régulation. La régulation, on a une régulation des médias, par exemple l'audiovisuel public. On a une régulation de la presse. Mais ce qui se passe sur les réseaux, ce qui se passe, etc., sur les médias, enfin sur l'espace public, je pense qu'il faudrait, en France par exemple, il y a une évolution de l'institution l'ARCOM pour contrôler aussi ce qui est diffusé sur Internet. C'est-à-dire on ne peut pas aller juste... Probablement, il faudrait penser à l'évolution de la HACA dans ce sens-là, de réglementation. Qui est entamé aujourd'hui. Ça doit exister, parce qu'on ne peut pas, par exemple, assister, voir d'une manière impunément ce qui est en train de se passer sur les réseaux, les insultes, les fake news, etc. Deuxième partie, et c'est pour ça, on n'a pas l'occasion d'en parler, je trouve qu'on est en train de réglementer pour l'ancien monde. Le Conseil national, l'ancien monde, le Conseil national de la presse, tout ça, c'est en train de réglementer pour l'ancien monde. C'est-à-dire qu'on est actuellement dans des situations où les médias, et notamment, vous vous rappelez très bien la disparition progressive de la presse papier pour le digital, on va assister dans quelques années, donc pas plus que 5 ans, à la disparition aussi du digital. Pourquoi? Parce qu'il y a l'IA qui est en train d'arriver et qui est en train de phagocyter tout. Et il y a d'autres formes. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Dans ce cas, la CNP, mais oui, mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que c'est une loi qui est en train de réglementer le monde d'avant, le monde du passé. Alors qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Par exemple, les créateurs de contenu. Qu'est-ce qu'on va en faire?
vous l'avez dit tout à l'heure, le podcast, par exemple, est-ce que c'est un média ou pas? Évidemment, c'est un média. Qu'est-ce qu'on va faire? Tant qu'il y a un humain dedans, mais le jour où il y aura, quelqu'un d'autre. Non, enfin au Maroc, tu ne vas pas être remplacé par une IA bientôt. Je ne pense pas que l'IA va le faire bientôt. Mais en tout cas... L'IA Boustia. Ça peut être pas mal, l'IA Boustia. Oui, mais après... Vous allez légiférer dessus? Mais après, par exemple, là, les créateurs de contenu, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'ils sont considérés comme des médias ou pas? Est-ce qu'ils seront réglementés par un futur conseil de la presse et de contenu? Mais le débat qui devrait être Mais il faudrait commencer maintenant, parce que voilà, on y est. Le débat les gens, ils consomment, vous le savez très bien, les gens, ils consomment actuellement, par exemple, sur les débats publics, sur les débats politiques, ils consomment beaucoup plus en ce moment les podcasts que sur les autres formes. C'est-à-dire que voilà, certains médias à l'international ont déjà considéré que le podcast... Absolument. Donc aujourd'hui, le rôle, justement, d'un conseil national de la presse, c'est de réfléchir à l'avenir des médias, à l'avenir de la presse. Est-ce qu'elle va se transformer en podcast? Est-ce qu'elle va se transformer en autre chose? J'en sais rien. Donc c'est ce que nous essayons de faire encore une fois, de renforcer un conseil. Mais le rôle du gouvernement, c'est d'anticiper, c'est ça aussi votre rôle, d'anticiper les tendances. Oui, mais qui est censé débattre. Peut-être on a démarré sur de la presse déjà, la dénomination sur le volet évoluer. politique ou sur le volet gouvernemental, on a déjà entamé pas mal de points. Le débat dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir est-ce que la AK ou une autre instance devrait être le médiateur avec les réseaux sociaux et autres, c'est un débat entamé au sein du gouvernement. Il y a déjà des discussions entre les différentes composantes de la majorité pour essayer de proposer une loi qui donnerait davantage de moyens à la AK. C'est un sujet qu'on veut porter aussi, bien sûr, au Parlement avec l'opposition, avec la société civile, parce qu'un sujet qui concerne finalement toutes les composantes de la société. Donc c'est un sujet entamé. La problématique publicitaire, c'est déjà aussi entamé. C'est la première fois qu'on organise sous ce gouvernement les premières assises de la publicité où nous avons essayé d'impliquer toutes les parties prenantes, et notamment les agences de com, notamment les GAFA, pour essayer de leur dire attention, nous avons un marché quand même s'ils considèrent que le marché marocain, dans l'absolu, ne représente rien par rapport à ce qu'il y a à l'Union européenne ou ailleurs, mais il y a un marché, et donc il y a une législation à mettre en place. Donc, et surtout, il y a des perdants. Il y a des perdants, notamment les médias, notamment même les podcasteurs, si on veut, etc. Donc il y a le rôle du gouvernement, mais nous avons besoin d'une instance forte qui nous interpelle sur son avenir. Et c'est ça, je pense, le rôle du CNP, pas que le CNP d'ailleurs, ça peut aussi être le rôle des associations, des syndicats, etc., mais quelque chose une instance qui va regrouper ces avis-là pour discuter de manière très sereine avec le gouvernement et trouver des solutions qui intéressent le tout à chacun, et notamment le citoyen marocain. Parce que de toute manière, la culture du citoyen, notamment les jeunes, elle évolue. Vous l'avez dit tout à l'heure. On n'est plus dans la presse papier, on est dans le digital, on n'est plus dans la presse digitale. Monsieur le ministre, il nous reste une minute là, avec une conclusion. Je vais vous poser une question très courte qui est plutôt négative. Je voudrais que vous terminiez sur une ambiance positive. Abdullah Tourabi dit que finalement vous légiférez pour le passé. Ouais. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir et comment vous voyez cet avenir avec ces réseaux, avec ces médias, avec tout ce qui se passe? Est-ce que le gouvernement a quelque chose à faire? Est-ce qu'il pense à faire quelque chose? Mais bien sûr. Bien sûr. C'est ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a déjà mis en place des sujets de discussion sur des problématiques d'avenir. Vous parlez des podcasts, vous parlez des médias, vous parlez des réseaux sociaux, mais vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec l'IA va accélérer ce processus-là, de toutes les manières, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas le CNP, c'est vous, le ministère. C'est pour ça que nous sommes en train de légiférer, mais c'est un sujet qui n'a rien à voir avec le CNP, qui n'a rien à voir, qui a à voir de manière directe et indirecte, mais qui est beaucoup plus vaste. Tout à l'heure, vous avez rappelé le rôle que pourrait avoir la AK, etc. Donc, c'est des sujets qui sont déjà entamés. Et c'est des process, parce qu'encore une fois, les process démocratiques nécessitent du temps, parce qu'il faut discuter avec les instances concernées. Il y a un sujet aujourd'hui avec la AK, parce que la AK elle-même, est-ce qu'elle a les moyens ou pas de porter aujourd'hui ce genre de réforme-là? C'est un sujet qui est posé par le gouvernement aujourd'hui. Et nous sommes en train de discuter pour mettre les moyens, donner les moyens à la AK pour essayer d'être présente à l'image de ce qui se passe à l'international. En une poignée de secondes, une conclusion. Merci, monsieur le ministre. En une poignée de secondes. Pardon, c'est Mme Saïd. En tout cas, voilà, moi, la question principale pour moi, c'est qu'est-ce que l'État voudrait faire des médias au Maroc? Est-ce que c'est un outil de souveraineté, de puissance, d'influence, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas d'influence et auquel on a recours que dans les moments de crise, après on se retourne vers la presse? Moi, je pense que c'est la première partie de ma question à laquelle on doit répondre, parce que vraiment, avec des médias puissants, forts, pluraliste et démocratique et libre, c'est pour ça qu'on pourrait avancer. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté. Je tiens à rappeler que nous sommes pour une souveraineté justement médiatique qui défendra bien évidemment les intérêts, les grands intérêts du royaume,
sur la cause nationale, sur différentes causes que nous défendons, mais aussi la démocratie qui est une cause nationale aujourd'hui parce qu'elle permet à tout un chacun de s'exprimer et de s'exprimer librement et d'avoir donc justement cette presse qui est diversifiée Monsieur et qui est le forte ministre, et qui permettra à tout un chacun de donner son avis. Tout merci avec le respect nécessaire qu'on doit aux merci, institutions. Merci d'avoir accepté le débat, merci d'avoir accepté de venir vous plier au jeu des questions-réponses. Des questions-réponses. Je rejoins Abdallah, merci encore, parce que vous êtes coutumier du fait, peut-être pas au sein du gouvernement, tout le monde n'accepte pas de venir. Merci encore. C'est Boustia, juste une parenthèse. Depuis quelques mois, je pense que vous avez reçu tous les membres du gouvernement. Oh non, à Médien, je parle à Médien. Non. Si, si, personnellement. à Médien, je parle de la chaîne. Peut-être, mais en tout cas, Abdallah, merci aussi d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Vous faites votre idée sur le sujet. À la semaine prochaine. Merci.